Bienvenue au rendez-vous, Madame, Messieurs. Le système de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo est-il compétitif? Il est clair aujourd'hui que nos universités produisent des chômeurs avec des titres académiques pompeux. Ils sont en inadéquation avec le réel besoin du marché de l'emploi. Alors, qu'est-ce que le gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde propose justement pour repenser cet état de choses? On en parle aujourd'hui avec Moïndo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous êtes aux affaires, ça fait quand même un peu plus de 3 mois. Est-ce que vous avez fait un état des lieux? Qu'est-ce que vous avez observé dans votre secteur? C'est le premier travail que j'ai commencé lorsque j'ai été désigné par le président de la République ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. J'ai fait un état des lieux, j'ai reçu les professeurs, j'ai reçu les étudiants. J'ai fait des descentes surprises dans des institutions ici à Kinshasa. Vous avez suivi, j'ai été à Lubumbashi, j'ai été à Kisangani, j'ai été à Bunia, j'ai été à Goma. Et partout là-bas, j'ai été en train moi-même de voir comment fonctionnaient nos universités et qu'est-ce qui peut être fait. Aujourd'hui, j'ai une idée. Et je sais exactement où est-ce que j'amène l'université. Partagez avec nous cette idée, ça nous intéresse. Au niveau de l'état des lieux, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est de vous dire que notre niveau a baissé. Non seulement le niveau de l'enseignement a baissé, la qualité de l'enseignement a baissé. Nous avons, aujourd'hui, nous sommes le 3e pays mondial, au niveau mondial, qui a le plus grand nombre d'universités. Nous venons juste derrière les États-Unis et la Chine. Nous en avons combien, monsieur le ministre? Nous en avons officiellement, ceux qui sont répertoriés chez moi, 900. 900 universités. Mais il y a plus de 1300, puisque j'apprends, qu'il y en a qui fonctionnent alors qu'ils n'ont pas des arrêtés pour les autoriser à fonctionner. Et donc, nous sommes dans cet imbroglio où des personnes sont formées à des endroits où ils ne peuvent pas être formés. On forme des pilotes dans des bananeraies. Donc, il finit sa formation de pilote alors qu'il n'a jamais vu un avion. On forme des médecins à des endroits où il n'y a même pas de clinique universitaire. Donc, c'est épais ça, les climats que nous avons. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des institutions et des universités qui ont gardé les standards, qui sont restés à un niveau élevé de formation, mais les personnes ou les étudiants ou les Congolais qui ont accès à ce genre de formation sont très. Quelles sont ces meilleures universités? Je ne vais pas attaquer le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Je voudrais que tout soit au standard. C'est le travail que je suis en train de faire. Nous avons aussi dans ce même climat-là un imbroglio aussi des pratiques en milieu universitaire qui ne doivent pas être acceptées. Des pratiques qui sont porteuses d'antivaleurs. Et comme vous le savez, le chef de l'État a dit que nous devons lutter contre les antivaleurs pour remettre la République démocratique du Congo sur notre standard. Donc c'est dans ce climat-là que je prends ce ministère. Vous avez parlé vous-même de l'inadéquation entre l'offre d'emploi que nous mettons sur le marché et la demande. On a besoin des ingénieurs, on a besoin des ingénieurs dans les mines, on a besoin de bons médecins, on a besoin des agronomes bien formés, on a besoin des praticiens en matière de technologie, de formation, on a besoin des informaticiens. Mais nous, 70% de ceux que nous mettons sur le marché d'emploi, c'est des juristes, c'est des économistes, c'est des politologues, des gens qui sont dans les... Donc, vous ne formez pas des gens qui sont employables, mais vous formez des chômeurs. Alors, de manière pratique, oui. C'est ça les tableaux que nous avons. Et donc, au grand mot de grand remède, c'est pour cela que dans le programme du gouvernement de Jean-Michel Sama-Lukonde, le Premier ministre, il m'a été donné comme mission de restaurer la qualité de l'enseignement dans le pays. Donc, c'est dans cette quête de la qualité que j'ai fondé mes actions sur 5 axes principaux. Le premier axe, c'est le parachèvement de la réforme.
Comme vous le savez, en 2014, une loi cadre sur l'éducation nationale a été votée. Et dans cette loi, la République démocratique du Congo s'est alignée sur, au niveau du supérieur, le système LMD. Le système LMD, c'est le système licence, master, doctorat. Comme vous le savez, le système que nous avons aujourd'hui, c'est le système grade, licence, et DS ou DA, et puis doctorat. Alors, ce système, c'est une idée novatrice que tous les autres pays du monde ont déjà adoptée. S'ils prennent la forme donc, du contenant, ils forment des gens pour 3 ans. Vous voulez copier-coller. Est-ce que le Congo est prêt? Attendez-moi, je vais y aller. 3 ans, vous avez votre licence. À 5 ans, vous avez votre maîtrise. Et après, vous entrez directement dans l'école doctorale. Est-ce que le Congo est prêt? Ça veut dire ceci. Pourquoi on y va? Puisque c'est un système d'enseignement adapté aujourd'hui aux contingences actuelles d'emploi, c'est-à-dire que les étudiants sont formés pour être immédiatement utiles à la profession pour laquelle ils sont formés. C'est pas le MLD le LMD, oui, dans sa conception et dans la méthode d'enseignement qui va être adoptée par nous-mêmes, les étudiants seront immédiatement mis dans les conditions qui les permettent. Si le journaliste, il est formé pour qu'à la fin de sa formation, il exerce ce travail. Mais là, vous mélangez les choses, monsieur le ministre. Les filières et la durée des études, c'est deux choses différentes. Laissez-moi terminer. Je voulais juste clarifier sur cet aspect des choses. Pourquoi on parle du LMD? C'est parce que c'est un système d'enseignement qui oriente immédiatement vers l'emploi. Dans tous les domaines, ce n'est pas une question de filières. Vous savez, aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ont fini les sciences économiques. Si vous lui posez la question, il est capable de faire quoi? Il ne sait pas. La faute à qui? La faute au système. Puisque le système, ce qu'on lui apprend, c'est des théories de Karl Marx, des théories de Max Weber, oui, et pour changer, des théories de Adam Smith. Pour changer le programme. On ne parle que de théories et on ne va pas dans la pratique, l'entrepreneuriat, comment il peut faire, et ainsi de suite. C'est pour cela que dans la conception du LMD, il y a des choses, des étapes qu'on doit faire pour que nous puissions arriver à ça. Et la première chose qu'on doit faire, c'est le curricula. C'est-à-dire que nous allons avoir dans notre pays, pour la première fois, nous allons avoir, à l'issue des États généraux qui vont être organisés à la fin du mois d'août, nous allons avoir un curricula. C'est-à-dire pour chaque filière, pour chaque faculté, nous allons avoir un programme de cours détaillé. On sait que voilà, un médecin qui est formé à Goma, qui est formé à l'INIKIN, voici le programme de cours qu'il doit avoir. Et ce programme-là du LMD, il est taxé sur la pratique. C'est-à-dire l'étudiant... Mais ce sont les mêmes enseignants aujourd'hui qui vont appliquer cela? L'étudiant, il fait une partie de la théorie mariée immédiatement avec une pratique. Et donc, comme nous avons les enseignants qui ont été conditionnés dans le cadre des programmes classiques que nous enseignons, nous allons avoir, et ça a déjà commencé, si vous ne le savez pas, des séances de formation pour adapter nos enseignants congolais. Nos enseignants congolais. Ils sont en formation. Nous en avons les plus compétents. On va organiser des séminaires pédagogiques pour que les enseignants puissent s'approprier, puissent s'accommoder à ce nouveau système d'enseignement qui est le LMD. Ça, c'est la première chose que nous allons faire. Faire aboutir les réformes, et la plus grande réforme, c'est le LMD. Je vous annonce que déjà à partir de l'année prochaine, tous les programmes de cours vont être arrimés de manière systématique sur le système LMD pour que cette réforme-là, qui est légale, puisque la loi l'a déjà consacrée, soit appliquée. Attendez, monsieur le ministre, la loi a consacré le LMD depuis 2014. Depuis 2014, et la loi a mis un calendrier. Et vous venez aujourd'hui, 3 mois après, vous voulez appliquer cela. C'est de la magie. Vous n'avez pas besoin suffisamment du temps pour lancer une si grande réforme. La loi a mis un calendrier. Et dans ce calendrier, la loi avait prévu qu'en 2022, on devait déjà avoir un arrimage systématique au LMD. Et donc moi, je viens... Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi ça a pris tout ce temps pour que vous ne tombiez pas dans les erreurs? Puisque la programmation a été prévue par la même loi.
Et donc, moi, je ne suis que la programmation qui a été faite par la loi. Et vos prédécesseurs ont fait quoi? Pourquoi ils n'ont pas fait? Non, le programme avait déjà commencé, mais ils ont fait ce qu'on appelle une programmation séquentielle. C'est-à-dire qu'on a choisi un certain nombre de filières et d'écoles qui sont allées directement donc, sur le LMD. Comme une expérimentation. Comme une expérimentation, mais le problème que ça pose, c'est qu'à la fin, on devait déjà marcher avec toutes les filières. Mais qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, je signe des diplômes dans ce même pays, des diplômes de licence de 3 ans. Le cycle normal, le cycle traditionnel jusque-là. Les diplômes de licence de 3 ans, qui est le cycle LMD. Ah, LMD, d'accord. Et les diplômes de licence de 5 ans dans les cycles classiques. Et ce n'est pas normal. Pour moi, c'est inacceptable que dans les mêmes pays, vous ayez des étudiants qui font la licence de 3 ans et des étudiants qui font la licence de 5 ans. Donc, il était temps de pouvoir mettre fin à ce mimétisme entre des systèmes, à la coexistence entre des systèmes, et de pouvoir s'adapter, s'arrimer systématiquement au système consacré par la loi. D'accord. Vous avez évoqué la qualité. Je reviens sur la qualité de Alors, je l'enseignement. n'ai pas fini, puisque là, je ne suis qu'au premier point. Il y a l'aboutissement des réformes, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la numérisation des services académiques. Comme vous le savez, nous sommes restés peut-être même les seuls pays au monde, les derniers pays au monde où, au niveau des universités, vous y arrivez, pour faire les inscriptions, on doit écrire dans un petit papier, dans un petit bouquin, alors que tout ça, c'est déjà révolu. On doit numériser nos services pour nous permettre de gagner du temps, pour nous permettre de rationaliser les ressources, mais aussi pour nous permettre de bien gérer les services académiques. Ça, c'est un problème général du pays, hein, de l'administration publique. Hein. Oui, mais pour les universités, c'est là où nous formons les gens qui doivent travailler demain. Donc, c'est nous qui devrions être les pionniers. Donc, vous allez faire un appel d'offres. Hein, numérisation. Il n'y a pas question d'appel d'offres. Les choses ont déjà commencé, madame, vous êtes en retard. Donc, les choses ont commencé. Nous allons commencer par l'identification des étudiants. On n'a pas besoin de faire des appels d'offres. Nous avons des professeurs d'informatique dans ces pays qui travaillent sur des systèmes, qui ont implanté des systèmes numérisés dans les banques. Donc, on les a mis à contribution dans le cadre des ateliers pour savoir quel système on va adapter pour que tous les services académiques, les services administratifs des universités, les services des inscriptions, les bibliothèques en ligne, les laboratoires numériques, pour que tout ça, nous puissions le faire, pour que chaque université puisse avoir une plateforme numérique sur laquelle et les cours, et la bibliothèque, et les syllabus vont être postés. Comme ça, l'étudiant a un accès illimité sur tout ce dont il a besoin dans le cadre de sa formation. Tout ça là, c'est déjà à la rentrée académique prochaine qu'on aura tout ça? Déjà cette année ici, on a commencé. Je ne sais pas, vous êtes très en retard, madame. Cette année ici, on a commencé. Nous vivons tous ici. Ce que vous racontez, c'est encore dans l'imaginaire. Et ce n'est pas l'imaginaire, madame. Ce n'est pas l'imaginaire. Nous sommes le gouvernement des warriors, nous, c'est la pratique. On fait moins de bruit. Mais je crois que vous devez vérifier. Peut-être c'est encore dans le projet. On y est déjà. Donc, c'est la numérisation. Et le chef de l'État nous a beaucoup aidé puisqu'il a lancé le plus vaste programme que nous n'avons jamais eu de Wi-Fi gratuit dans les universités. Le Wi-Fi gratuit qui est déjà installé à Kinshasa, dans les universités publiques, que nous allons bientôt lancer, et des équipements de Wi-Fi pour toutes les institutions du pays. Et il a fallu fonctionner le RAM sans consulter les consommateurs pour servir les étudiants. Je suis très content de vous annoncer que c'est aujourd'hui que je suis allé visiter officiellement tout le matériel VESAT, 3000 qui doivent être déployés dans toutes les universités du pays. Je crois que ça va être une fierté pour nous d'être le ministre qui va devoir... Je suis pas pour la numération. Ah, vous prenez un troisième point? Je prends un troisième point. OK. Puisque la numérisation, je crois que ça va être la meilleure chose pour les étudiants. Et ça veut dire que nous-mêmes, vous allez voir, puisque l'ensemble des publications de nos professeurs, les publications des recherches de nos étudiants vont être mises en ligne. Et cela va, je sais qu'avec ça, nous allons reprendre nos places au niveau du classement africain, puisque nos universités seront tout le temps consultées par tous les autres. Le troisième point de votre vision, de notre programme d'action, c'est la promotion des valeurs, pour ne pas dire la lutte contre les antivaleurs. Comme je vous l'ai dit à l'introduction, nous avons constaté
que depuis un certain nombre d'années, le fait que l'État n'a pas eu un regard beaucoup plus ferme sur les pratiques au sein des universités, il s'est installé un certain nombre de pratiques qui sont porteuses d'antivaleurs. Les points sexuellement transmissibles, le manque de cotes, les syllabus obligatoires, les ajournements ou les recommandations, les ceci, tout ça, ça a eu comme conséquence la perte de la qualité. Comment vous comptez vous attaquer à ça? Et les points sexuellement transmissibles? Je crois que vous avez suivi déjà à partir d'hier que nous avons mis en place au sein de notre ministère un service de monitoring qui s'appelle Call Center Service. Ces gens-là vont être 24 sur 24 à l'écoute des étudiants avec un numéro vert pour que toutes ces pratiques d'antivaleurs qui se passent dans les universités puissent être signalées et nous allons prendre des sanctions. Vous avez suivi à la suite des 2, 3, 4 visites que nous avons effectuées dans les universités. Nous sommes allés rencontrer des professeurs qui vendent obligatoirement des syllabus. Vous n'avez pas les syllabus, vous n'avez même pas droit à accéder à la salle d'examen, si vous n'avez pas acheté les syllabus. Et des petits papiers là ramassés sur Internet vendus à 30 $, à 50 $, et ainsi de suite. Nous avons rencontré, moi-même, je suis arrivé dans un auditoire où j'ai rencontré le chef de travaux qui a écrit sur ce tableau-là à côté, syllabus 15 $, TP 5 $, interrogation 2000 francs. Si vous n'avez pas payé les syllabus, vous n'avez même pas accès aux cours. On a même, hier, on a auditionné un professeur qui entre dans la salle de classe, il met ceux qui ont payé les syllabus à droite, ceux qui n'ont pas payé les syllabus à gauche. Et tout ça, c'est l'ensemble des pratiques. Et c'est pour cela que le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé à l'IPEN, lui-même a vu, puisque les étudiants lui ont expliqué ce qui s'est passé, comment les syllabus étaient devenus des passeports pour accéder aux cours. Le président de la République a dit, d'ores déjà, cette question de syllabus à bout. Comment vous comptez résoudre ça efficacement? Le call center, c'est déjà bien. Et puis, il y a la justice après? Non, d'abord, à notre niveau, je crois que vous avez vu que j'ai signé une note circulaire pour donner des orientations pour que les gens qui vont être surpris dans ces actes porteurs d'antivaleurs, ils vont être sanctionnés et de la manière la plus sévère. Et moi, j'ai prévu des sanctions pour des comités de gestion qui protègent les gens comme ça. J'ai prévu des sanctions pour les enseignants. Et ne vous en faites pas. Je suis un grand warrior. C'est lui qui va aller à l'encontre de ça. Je vais les sanctionner. Ah, d'accord. Et ça, c'est pour redorer l'image de notre université. Vous savez, on ne peut pas accepter, concevoir que dans une université, il y ait ce genre de pratique. Alors, qu'est-ce que vous faites des œuvres d'esprit? Les syllabus sont des œuvres d'esprit. D'accord avec vous sur les actes immoraux. Est-ce que vous avez échangé avec le corps scientifique, les enseignants, pour trouver finalement un terrain d'entente? Je voudrais d'abord vous dire qu'il y a 63% de professeurs bien formés qui ont encore tout ce qu'il ne faut pas payer ces histoires-là. Donc ça c'est clair. Il y a une partie d'enseignants qui étaient plongés dans ce système de syllabus qui était presque déjà rendu normal. Alors, les œuvres d'esprit, nous, en tant que ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Université, nous encourageons les professeurs à faire la recherche. Nous encourageons les professeurs à pouvoir publier des livres, publier des articles. Et ça, c'est des œuvres d'esprit qui doivent être vendues. C'est des livres, des articles. Mais les syllabus, c'est quoi? En fait, ce sont les notes de cours. Ce sont les notes de cours. Nous, quand on a étudié, moi, quand j'ai étudié dans une université prestigieuse, l'université catholique de Graben, il n'y a jamais eu de syllabus. Monsieur le ministre, dans la pratique, vous avez pris la décision, c'est fait, presque de manière automatique, les syllabus sont disparus, mais c'est le vide aujourd'hui. Si vous allez dans un auditoire, le prof parle, il parle, celui qui a la rapidité prend des notes, et puis il n'y a plus rien. Est-ce que vous ne pensez pas avoir créé un autre problème? Non. Mais c'est ça la réalité. Attendez. Ça devait se passer comme ça. Que les étudiants n'aient plus ça devait se passer comme ça. Pour se référer des notes qu'ils auraient perdues. Ça devait se passer comme ça. Et ça se passe comme ça partout.
ce sont les notes de cours. Et les syllabus, c'est les résumés des notes de cours que le professeur imprime. Oui, mais ça n'existe plus. Laissez-moi vous le dire, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un groupe d'étudiants qui sont venus dans mon ministère. Et ils m'ont dit, voilà, monsieur le ministre, mais les enseignants ne nous donnent plus les syllabus, puisque vous avez interdit les syllabus. Je dis quoi? Est-ce qu'ils ne donnent pas les cours? Vous ne prenez pas de notes? Non, nous ne savons pas écrire. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des étudiants qui ne savent pas écrire, puisqu'on a mis dans la culture des syllabus et venu créer la paresse. Nous, quand on a été étudiants, c'est là qu'on a appris les dictées, on a appris à écrire. Vous écrivez puisque vous devez être interrogé sur la matière qui vous a été dispensée, pas sur la matière qu'on a ramassée sur Internet et qu'on a mis dans un cahier qu'on appelle syllabus. Je voudrais vous le dire de manière très claire. Et qu'est-ce que vous avez dit à ces étudiants-là? Moi, j'ai étudié aussi mon 3e cycle dans le système LMD, dans le système anglophone. Mais ce qu'on appelle syllabus, c'est 3 pages. 3 pages. Et je l'ai rappelé dans ma note. Ce sont les objectifs du cours et les plats du cours. Ces étudiants vont ramasser des zéros. Vous allez faire comment? Ils vont échouer. Si vous voulez qu'on reprenne la qualité de l'enseignement, nous devons payer les prix. C'est-à-dire? C'est-à-dire les objectifs du cours, les plats du cours. Et dans ces plats du cours, je vous dis, à chaque chapitre, c'est un résumé du chapitre avec des références. Je vous dis, des références bibliographiques. Il n'y a pas de bibliothèques dans les universités. Il n'y a pas de livres. Tout est dépassé. Est-ce que vous avez visité les universités? On vit tous ici, monsieur le ministre. Vous parlez de 900 universités que vous avez visitées, vous. Est-ce que vous avez visité les universités? Vous ne les avez pas visitées, madame. Mais, monsieur le ministre. Je suis allé dans les universités, j'ai vu des bibliothèques qui ne sont plus fréquentées par les étudiants puisque les professeurs ont tout mis dans les syllabus. L'esprit de recherche a disparu. Regardez les assistants que nous avons aujourd'hui. Combien ils publient? Ils ne publient plus. On doit recréer les sentiments de recherche au sein des étudiants. Et c'est ça que nous avons dit. Donc ne vous en faites pas. Mais pour ce qui concerne ce qu'on appelle les vrais syllabus, c'est-à-dire les notes des cours, nous nous sommes engagés avec l'ensemble des comités de gestion. Et moi, dans la note circulaire, je l'ai mis. Nous allons commencer à mettre ces notes de cours à la disposition des étudiants. Ça, c'est l'année prochaine. À partir de cette année ici. Mais ça se fait à la fin du cours, pas au début. Puisque l'étudiant doit suivre ce qui se passe. Vous savez ce que j'ai vu là-bas, je ne cite pas l'institution. J'arrive dans une salle, le DG me dit qu'il y a 300 personnes. Je pose la question au CP, il me dit que nous sommes 800. Je dis, où sont les 500? Il me dit, non, nous sommes les 300 qui arrivent et les 500 n'arrivent pas. Ils payent les syllabus et ils étudient à la maison. Vous voulez qu'on puisse continuer à supporter ce genre de choses? C'est pour cela que, madame... C'est la qualité. C'est pour cela, madame, à cause de ce problème de syllabus, c'est pour ça qu'on a des ingénieurs qui finissent les bâtiments 5 ans et qui nous construisent des maisons qui s'écroulent 2 jours après. Ça, ce n'est pas le programme d'enseignement, c'est maintenant les syllabus. Laissez-moi vous le dire. C'est puisque nous avons mis la légèreté. Et lorsque l'enseignant, qui devait être lui le maître, il n'est préoccupé que par les syllabus, on produit les gens comme ça. Mais il est préoccupé par le syllabus parce que son social, ça ne vous dit rien du tout. On va y arriver. On va y arriver. Plus de 50 sont morts à l'université. On va y arriver, on va y arriver. Vous préférez les enterrer que de s'en occuper. C'est le dernier point que je vais en parler. Je vous dis ceci. Si nous ne prenons pas conscience, nous les Congolais, si moi, ministre de tutelle, je ne prends pas conscience pour dire on doit arrêter les antivaleurs, ça va tuer notre avenir. Vous savez, les affaires, c'est notre avenir. J'ai vu des enseignants prendre 1500 heures. Donc, il prend les cours partout. Seulement à cause de syllabus. Il prend les cours partout, mais il n'enseigne pas. Mais le problème caché, c'est ses conditions de vie, monsieur le ministre. Attaquez-vous à l'essentiel. Laissez-moi terminer. Laissez-moi parler. Mais quand il est malade, il meurt. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je vais arriver là-bas. Il prend 1500 heures. Il prend 25 cours. Qui n'enseignera pas? Il a quel âge? 80. Il prend 25 cours. Il vient seulement ramasser les syllabus, ramasser l'argent des syllabus. Il part. Il laisse les cours aux assistants.
C'est ça que moi j'ai observé. Et pourquoi il fait ça? C'est pour cela que j'ai dit. Hein, pourquoi il fait ça? La loi. Il n'a pas de maison. La il n'a loi pas de véhicule. portant statut de personne. Non, elle dit, la loi elle est claire, elle dit on ne peut pas avoir des relations commerciales entre les professeurs, entre l'enseignant et l'étudiant. Lorsque quelqu'un commence son cours, il met un tas de syllabus ici sur la table et commence à dire venez acheter des syllabus. C'est ça la relation commerciale et ça, on doit mettre fin. C'est des actes porteurs d'antivaleurs. Donc, madame, nous sommes inscrits dans cette logique-là, la lutte contre les antivaleurs et nous allons y arriver. Quatrième chose, ce sont les infrastructures. Depuis que l'INIKIN a été créé en 1953, 1956, on a construit tous ces bâtiments-là. Nous sommes en 2021. Nous n'avons pas réussi à mettre encore un autre bâtiment imposant comme ce qui a été fait en 1956. Mais allez-y voir. Il n'y a pas que l'INIKIN. Allez à l'ISC, allez à l'ISTA, vous allez voir. 1500 personnes dans une salle qui a été conçue pour 200. Les étudiants sont dans des fenêtres en train d'écrire, et ainsi de suite. On doit mettre fin, on doit changer ces paradigmes. Et vous avez le projet de construction, il vous reste moins de 2 ans. Vous allez construire combien? Je me suis dit, non, regardez-moi seulement. Nous sommes le gouvernement des warriors. Regardez seulement ce que nous allons faire. Est-ce que vous savez que les étudiants payent l'argent pour la construction? Mais vous prélevez depuis des années d'ailleurs. Et on ne voit rien. Attendez, ça fait $20 par étudiant. Donc celui qui a 50 000 étudiants, il a 1 million. Et cet argent est logé où? Voilà, c'est comme ça que moi, j'aimais la police. Cet argent va construire les universités. Et je vous éviterai, madame. Donc, vous construisez les universités avec les $20 des étudiants uniquement? Je vous éviterai, madame. Je crois très bientôt. Nous allons lancer les premières pierres dans l'ensemble de ces institutions. Et vous vous poserez la question, mais, et tout ce temps-là, cet argent allait où? Vous ne m'avez pas répondu, l'argent est logé où? Qui gère cet argent? Oui, voilà, j'ai donné une instruction pour que cet argent soit logé dans un compte bancaire. Avec cet argent-là, on va construire les bâtiments. Et vous allez les voir. Je ne voudrais pas... Ah, c'est ça. Je viens de faire les tours. Je suis arrivé à Yangambi, vous avez suivi. J'étais à Bengamisa. Là, il y a plus des étrangers que des Congolais. Hein. C'est abandonné. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a comme infrastructure là-bas? Mais moi, je suis arrivé, j'ai vu. Mais il n'y a pas... 912 villas. n'est pas là. Ce sont des étrangers qui essayent de donner la forme. 912 villas à Yangambi. Des hommes pour 1000 étudiants à Bengamisa. Mais vous en faites quoi, monsieur le ministre? Non, posez-moi la question. C'est devenu quoi? C'est devenu des sièges de serpents. Il n'y a que des serpents qui circulent dedans. Si vous arrivez dans les hommes à Yangambi où j'ai rencontré, on a mis des lapins. Et vous savez, les étudiants sont où? On les a ramenés à la ville de Kisangani, où ils louent des petits bâtiments, là, des boutiques. Et c'est anormal. Ces paradigmes, les paradigmes-là, on doit les changer. Nous disons, nous lançons un vaste programme pour que ça soit changé, qu'on réhabilite et qu'on remette. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de période précise. C'est juste plusieurs chantiers que vous ouvrez. Vous avez dit vous-même que je ne viens que de faire 3 mois, mais à 3 mois, vous avez vu que j'ai circulé partout. Hein. Et puis rien. Mois, je vais vous dire des C'est des états de lieux que vous faites chaque fois. Laissez-moi terminer. Vous avez affaire à un warrior. Monsieur le ministre warrior. Alors, le 5e point, si je n'en parle pas, les professeurs vont dire... Oui, avant d'aller, je vais juste évoquer. Vous avez fait mention des antivaleurs. L'ancien Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, avait décidé de suspendre les prélèvements de votre ministère, le ministère que vous héritez, dans la quotité des frais payés par les étudiants. Oui. Aujourd'hui, cela est réhabilité sous votre mandat. Oui. Ce n'est pas ça de l'antivaleur? Vous ponctionnez sur ce que payent les étudiants? Non, je vais vous dire ce qui se passe. Il y a les conseils d'administration des universités. Vous le savez, Monseigneur Tchibangou, le professeur Mboura, le professeur Mpei, c'est eux qui coordonnent l'ensemble des activités au niveau des universités. C'est vrai que... Vous avez réhabilité cette antivaleur. Ce n'est pas une antivaleur. Mais ça pèse sur le budget des ménages. Voilà comment ça s'appelle. Ça s'appelle le Minerval.
Et pourquoi vous avez réhabilité ça? C'est une décision que vous avez trouvée, qui a été applaudie par la population. Non, non, non. Le peuple d'abord. Laissez-moi vous dire. L'appareil là, l'appareil universitaire, pour que ça fonctionne, il n'y a pas que les universités, il y a aussi ce conseil d'administration. Il y a la CPE, il y a l'administration centrale qui est le secrétariat général. Mais comment toutes ces structures vivaient avant, quand on avait suspendu effectivement, cette mesure? Lorsqu'on les a suspendus, c'est tous les problèmes que vous avez suivis. 1 200 000 diplômes non traités. Vous avez suivi ça, non? 1 200 000 diplômes qui étaient entassés. Et vous avez suivi que votre serviteur qui est à côté de vous a commencé à signer. Aujourd'hui, je viens de dépasser plus de 150 000. C'est de l'argent pour le fonctionnement de votre cabinet. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Vous avez vu qu'il y avait des tas de dossiers des professeurs, des chefs de travaux, où les sessions n'étaient plus organisées, puisque tous ces conseils d'administration, l'administration centrale, ils n'avaient plus les fonds pour faire ce travail-là. C'est comme ça que j'ai réuni les comités de gestion. J'ai réuni les étudiants. Et même m'ont proposé que, sinon, alors ça va commencer à nous poser des problèmes. Remettez ces quotités. Mais je n'ai pas mis pour les ministères. Lisez bien la note, la 022, et vous allez trouver que le ministère n'est plus dedans. Le 5e point, c'est l'amélioration des conditions sociales des enseignants et du personnel de l'enseignement. On ne peut pas faire toutes ces réformes-là si on ne réfléchit pas comment on va améliorer les conditions de vie des enseignants, les conditions de vie des chefs de travaux, les conditions de vie des ouvriers, du personnel ouvrier qui travaille à les universités, mais aussi les conditions des étudiants, puisqu'on les oublie. Et aussi sur les Vous avez des moyens pour le faire? C'est comme ça que dès les premiers conseils des ministres, il a été adopté la prime de recherche pour les enseignants. Je crois que vous avez suivi. Elle est évaluée à combien? Oui, c'est pour les professeurs ordinaires, c'est 3 000 $ là. Et on a fait des pour catégories un début. Pour un début. Vous avez suivi que dès le premier conseil des ministres, votre humble serviteur a soulevé avec les chefs de l'État, a appuyé la question pour les transports des étudiants. Vous avez suivi dès le premier conseil des ministres que des dispositions ont été prises pour imprimer les syllabus dans les universités, d'abord à Kinshasa. Et donc, vous avez suivi que le chef de l'État a dit la première chose qu'on doit faire, c'est de réhabiliter les hommes des étudiants. C'est de ça qu'ils ont besoin pour avoir un enseignement de qualité. Attendez. Je vous ai parlé de 4 paliers. Je suis au 5e. Je parle de l'amélioration des conditions de vie et des enseignants et des étudiants. Avec les hommes de l'UNIKIN réhabilités jusqu'à aujourd'hui inoccupés, on a vu des étudiants vivre dans des taudis, dans des conditions indescriptibles. Est-ce que vous regardez ça? Et c'est pour ça qu'on a réhabilité. Mais pourquoi vous ne les réhabilitez pas? Pourquoi vous ne les ramenez pas dans les hommes réhabilités? Qu'est-ce qui bloque ce dossier? Pourquoi c'est toujours inoccupé? Il y a un travail d'équipement qui est en train d'être fait. Ils étaient dans ces conditions depuis trop longtemps. Maintenant qu'on veut améliorer donc vous les gardez encore? Vous avez vu les filles? Oui, il n'y a pas de sécurité. Puisque nous devons rendre, des maisons en tôle. Puisque nous devons rendre ces endroits-là vivables. On doit remettre la vie là-bas. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Vous allez voir. Vous n'avez encore rien vu. Est-ce que vous êtes allé là-bas pour mais voir? Mais vous n'avez pas construit, c'est une réhabilitation, monsieur le ministre. Oui, mais au moins ça a été fait. Le même travail va être fait à Lubumbashi. Et nous allons équiper ces hommes. On n'a pas le transport des étudiants. Il y a des mesures qu'on va faire. Tout ça, c'est pour améliorer les conditions de vie des étudiants. Et pour les enseignants, je ne vais pas faire de grandes annonces. Mais les enseignants eux-mêmes savent ce que nous sommes en train de faire. Ils ont besoin de quoi? Je voudrais vous inviter, vous. Ils ont besoin de quoi, ces enseignants? Vous leur avez parlé? Ils ont droit, pas besoin. Ils ont le droit à une mobilité. Okay. Ils ont le droit à un logement. Ils ont le droit d'avoir un salaire décent, puisque c'est des gens qui ont été fortement formés. Nous savons qu'ils ont payé le pouvoir d'achat. Nous savons qu'il y en a qui ne sont pas payés par leur grade pour lesquels ils ont été nommés.
Et nous, en tant que Et ministres, vous appelez à la patience. nous nous sommes Vous attelés. appelez à la patience. Ils sont payés au taux de 90, selon ce que nous avons appris, alors que le taux sur le marché est de 200. Monsieur le ministre, vous êtes venu, Non. vous avez cassé le Non. taux de Minerval. En pleine année, c'est un exercice que vous avez perturbé, monsieur le ministre. Non. Pourquoi vous faites ça? C'est l'exercice le plus apaisé qu'il y a eu. Mais attendez, C'est le plus c'est au apaisé début qu'il de y a eu. l'année qu'on fait le Je n'ai bilan. pas- Et je puis n'ai vous pas- venez en pleine année, J'ai vous pas cassez tout. Je n'ai pas cassé les prix. J'ai seulement maintenu les prix, les taux de l'année passée. Et c'est ce que je fais. Et il y a la paix. Vous pensez qu'il y a la paix? Il y a des remous. Non, il y a la paix. La paix est là. La paix est là, madame. C'est puisqu'effectivement, avant d'y arriver, j'ai privilégié le dialogue. J'ai mis les enseignants et les étudiants, les comités de gestion, les syndicats ensemble pour leur dire qu'est-ce qu'on fait. Et on est arrivé à des taux consensuels. Pensez-vous qu'un professeur congolais est-il fier de l'être aujourd'hui? Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est toujours fier de servir ça. Dans les conditions dans lesquelles on travaille, avec des et auditoires bondés. je crois qu'ils doivent être fiers. Tout ce que nous devons faire, nous, c'est de faire en sorte que, de manière progressive, nous puissions continuer à réfléchir comment améliorer leurs conditions de vie. Monsieur le ministre, je reviens sur l'affaire de Wi-Fi dans les universités. 900 universités, vous y allez comment pour desservir tout le monde, créer la justice, au moment où il y a une frange de la population qui estime que vous leur faites payer pour rien des rames pour créer une justice pour les universités? Alors, je ne parle... Est-ce que pour donner des Wi-Fi aux universités, il faut ponctionner sur les crédits des consommateurs? Je ne parle pas de la taxe RAM puisque ce n'est pas mon... Oui, mais ça, on nous a dit que ça devait servir les universités. Je ne parle pas des RAM puisque ce n'est pas mon secteur. C'est une taxe que nous avons rencontrée. Non, je parle de Wi-Fi parce que vous en êtes bénéficiaire. Les universités, certaines C'est une taxe que nous avons rencontrée. Mais moi, j'aime l'idée. Donc, l'idée, elle est merveilleuse. On doit moderniser les universités. Et pour les moderniser, pour appuyer cette idée de la numérisation, on doit faire accéder aux étudiants. Si leur site, ils doivent avoir un Internet gratuit pour leur permettre d'accéder aux cours en ligne, pour leur permettre d'accéder aux bibliothèques en ligne, pour leur permettre d'accéder aux laboratoires virtuels. L'idée, elle est noble. Et moi, je crois que c'est le pas qui a été fait. L'ensemble des matériels que nous allons bientôt déployer dans l'ensemble des universités du pays, je crois que cette idée elle est noble pour la jeunesse congolaise et j'encourage ça. Moïndo Nzangi, député national et ministre, c'est la même personne? C'est la même personne, c'est moi. Vous m'avez entendu parler, c'est moi-même. C'est vous? Oui. Vous suivez l'actualité politique? Ah oui, je suis l'actualité comme tout politique qui se respecte. Alors, aujourd'hui, on parle de la désignation des membres du nouveau bureau de la CENI. Vous avez un commentaire sur le déroulement de ce processus? Je n'ai pas de commentaire à donner puisque ça se passe en dehors de mon institution gouvernement. Le gouvernement n'a rien à faire avec le processus. Vous êtes un politique, ça se dépose à Le l'Assemblée. gouvernement n'a rien à faire avec le processus de désignation. C'est l'Assemblée nationale qui fait le travail et c'est le président qui va entériner. Donc je ne vois pas en quoi un membre du gouvernement est impliqué. Je suis donc l'actualité comme vous et tout le monde à la radio. Moïndo Nzangi, c'est vous qui avez fait tomber le bureau Mabunda? Ah oui? Et vous en êtes fier aujourd'hui? Ah, très fier, le peuple congolais. Expliquez-vous. Est-ce que vous avez apporté quelque chose? Vous avez vu la liesse du peuple congolais, effectivement. Le peuple est content de ce qui a été fait. Aujourd'hui, le warriorisme que nous apportons est en train d'amener quelque chose de nouveau au peuple congolais. C'est-à-dire que si vous voyez tous les ministres qui ont été désignés dans le cadre de ce gouvernement de warriors, vous sentez que la volonté, la détermination d'apporter un changement dans ce pays, elle est là. Seule la volonté ne suffit pas. Regardez seulement dans le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Regardez tout l'ensemble de la problématique déjà cernée à 2 mois et des actions concrètes qui commencent. Voilà un PC dont le peuple congolais avait besoin. Le chef de l'État, aussitôt que le gouvernement de Warrior est arrivé, a fait
a décrété un état de siège. Aujourd'hui, malgré tous les yo-yo qu'il y a encore à gauche, à droite, mais on sent la volonté d'aller de l'avant. La première fois que des officiers militaires, si les fonds sont arrêtés pour détournement de fonds des militaires. Vous le dites parce que vous avez été récompensé au gouvernement. Vous ne serez pas ministre, on n'aurait pas entendu ce discours. C'est-à-dire que le peuple a maintenant aujourd'hui le droit d'espérer. Et moi, je crois fermement qu'à partir de cet élan de ce gouvernement de Warriors, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous ne serez pas ministre, vous aurez tenu ce même discours? Mais moi vous savez que ma particularité, c'est que là où ça ne va pas, je le dis. Et je le dirai même depuis un temps, vous avez la bouche pleine. Vous avez la bouche pleine, vous ne vous exprimez plus. Vous m'avez suivi hier, attaqué ministre. Je suis allé visiter la famille de l'étudiant qui a été tué à l'Unikin. Et vous m'avez suivi dire que c'est inacceptable que des policiers payés par l'État congolais tirent sur des étudiants. J'ai même appelé le ministre de l'Indé pour lui dire, écoutez, ça c'est pas acceptable. Vous devez revoir la manière de recruter les policiers. Je l'ai dit. Je le disais hier, je l'ai dit aujourd'hui. Donc moi, je ne vois pas. Qu'est-ce qui a changé à moi? Ce que je sais, c'est que maintenant je suis ministre. Et vous regardez la réalité d'une autre manière, avec un peu plus de retenue. J'ai été responsabilisé dans un secteur et je voudrais bien que j'apporte quelque chose de nouveau. Et je suis certain que je vais apporter quelque chose de nouveau. Je vais faire aboutir ces réformes. Je sais que j'ai promis que je vais commencer dans un élan progressiste la réhabilitation des infrastructures. Je vais lutter contre les antivaleurs. Déjà, les premières mesures, la question du syllabus, c'est réglé. Vous m'avez suivi dans les universités, vous avez vu comment les étudiants sont enthousiasmés de voir que les fardeaux, les TP qu'ils payaient, les intérêts qu'ils payaient, ils ne les payent plus. Ce sont les mêmes qui ne savent pas lire ni écrire. Hein. Ils ne les payent plus. Ce sont plus. les mêmes. Hein. Et je crois que c'est ça qui va les aider à améliorer la façon d'écrire, à améliorer la façon de lire, à améliorer la qualité de l'enseignement. Je sais que demain, toutes les mesures que je suis en train de prendre, les parents me diront merci, puisque tu as sauvé l'université. Je rêve voir qu'à la fin de mon passage, s'il est de 2 ans ou moins que ça, que les gens disent que demain, dans les top 1000, qui est université congolaise, dans les top 500, qui est université congolaise, dans les top 200, je suis sûr que on va y arriver. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. C'était intéressant d'avoir en primeur les réformes que vous avez initiées et la convocation des États généraux pour votre secteur. Cet entretien est terminé. Merci de rester fidèle à nos programmes. À très vite.